Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. C'est l'habituel chassé-croisé des vacanciers. Les Genevois, Fribourgeois et Valaisans quittent les pistes pour laisser la place aux Vaudois et aux Jurassiens. Pour éviter un afflux trop important de skieurs dans les stations vaudoises, certaines routes ont été bloquées. Et en cette période de vacances blanches, les terrasses des buvettes sur les pistes font de la résistance. Dans 5 cantons alémaniques, elles restent ouvertes malgré les recommandations du Conseil fédéral. Dans l'actualité internationale, l'inquiétude monte autour du sort de la princesse Latifa. La fille de l'émir de Dubaï avait tenté en vain de s'enfuir aux États-Unis. Elle serait séquestrée depuis 2018 par son propre père. Les Nations Unies demandent des preuves de vie de la princesse. Rouler à vélo, bricoler et pouponner. Le petit Roulian vit une éducation non genrée, loin des stéréotypes masculins ou féminins. Quel impact est-ce que cela pourra avoir sur sa vie d'adulte et sur la société en général? On en parlera avec notre invité Gilles Crétenant de la Fêtière des Hommes et des Pères Suisses. Notre rendez-vous en terre inconnue nous emmènera à Cortina d'Ampezzo en Italie. Les championnats de ski touchent à leur fin ce week-end. On fera un premier bilan avec Julien Torrance. Et puis en fin de journal, on se rendra en Israël, au cœur de l'industrie florissante des séries. Le petit pays produit un nombre impressionnant de fictions à succès, reprises internationalement. Dernier exemple en date, la série française En thérapie. C'est donc le début des vacances blanches pour les Jurassiens et les Vaudois. En ce samedi ensoleillé, les stations de ski ont été prises d'assaut. Dans le canton de Vaud, la police a dû bloquer des routes d'accès à plusieurs domaines pour éviter un afflux trop important de skieurs. Pascal de France. La tranquillité de la glisse. 18 000 skieurs ont travaillé leur godille ce samedi dans les Alpes vaudoises. Mais les places pour le paradis blanc sont limitées. À l'entrée de la station de Lézin, les agents sont sur le pied de guerre depuis 7h30. Bonjour, c'est pour le ski? Oui, on n'a plus de place là-haut. On vous parque ici avec des bus gratuits toute la journée. C'est vrai que les premiers sont assez pressés de venir sur les pistes, on les comprend. Hein. C'est un petit peu le seul loisir qu'ils ont à disposition. Salut Marcel. Bonne journée. Les parkings bien remplis sont surveillés en temps réel. Toutes les informations des domaines vaudois sont ici centralisées par la police cantonale. Les Diablerets, les parcs sont pleins à 75%. Donc il faut mettre la signalisation en place. Ce dispositif de barrage filtrant existe depuis 3 semaines. Les agents tentent ainsi d'éviter en amont la surcharge des stations. Vous pouvez aller au MOS, il y a encore de la place, ou sinon un autre jour. Seuls les habitants, les personnes en transit, celles ayant une réservation d'hôtel sont invités à passer. Les skieurs et lugeurs lèvent tard n'ont qu'à faire demi-tour. Le barrage, c'est parce qu'il n'y a plus de place sur les parkings. Là je suis ok. Et donc la journée va pas être comme prévu du coup. C'est un peu dommage pour nous qu'on arrive un peu tard, mais en général, c'est une bonne chose. On ne peut pas les empêcher de se rendre au Diableret. L'objectif ici, il est préventif. C'est vraiment de dissuader les gens de monter et de permettre en fait, de fluidifier le trafic, de fluidifier aussi la vie de la station. 3 autres blocages ont été déclenchés dans la journée autour de Villars, du col du Pillon et du marché-rue. Les agents n'ont pas eu besoin de se poster en plaine pour interdire toutes les montées. La surveillance se poursuit demain avec le chassé-croisé des vacanciers. Les vacances de février se poursuivent donc avec une polémique en toile de fond. Contre l'avis du Conseil fédéral, 5 cantons alémaniques refusent de fermer les terrasses des restaurants sur les pistes. Un acte de défiance. Pascal de France, Christian Rennes chez Céline Brichet. Les fesses dans la neige ou sur un muret, à Lézin comme ailleurs en Suisse romande, la pause de midi se prend sur le pouce, parfois à quelques mètres seulement des restaurants fermés. C'est quand même agréable une bonne terrasse, mais on s'y accommode. Je pense que c'est dommage parce qu'il y a les terrasses, il y a l'espace, je ne comprends pas la différence. On mange ici ou 2 mètres là-bas, c'est quoi la différence ? Ouvrir les terrasses, sur les pistes notamment, la pression est de plus en plus forte sur un conseil fédéral intransigeant. L'exigence légale est claire. Aucune place assise ne peut être proposée pour les plats à l'emporter. Takeaway veut dire takeaway, pas à manger sur place, parce qu'il y aurait des places assises. Une position de plus en plus impopulaire.
Hier, c'est même la commission de la santé du Conseil national qui a pris position pour demander la réouverture des terrasses, mais aussi des restaurants dès le 22 mars. Le Conseil fédéral n'a pas réussi, malgré la demande majoritaire de la Commission de la santé il y a 15 jours, à présenter une stratégie de sortie claire, notamment pour le secteur de la restauration. Nous devons donc agir. En Suisse alémanique, 5 cantons n'ont pas attendu. Les Grisons, Schwyz, Uri, Obwald et Nidwald ont ouvert en pleines vacances les terrasses dans leur station de ski. L'OFSP nous a toujours dit que les domaines skiables sont du ressort des cantons. Et je pense que tant qu'on garde tous le même objectif, notre décision est justifiée. Quelles conséquences peuvent être attendues? Pour ce professeur de droit, une fermeture contrainte serait possible. Dans un premier temps, le Conseil fédéral pourrait avoir une discussion sérieuse avec le gouvernement cantonal, par l'intermédiaire du président de la Confédération, par exemple. Si cela ne suffit pas, dans un deuxième temps, il pourrait choisir de faire appliquer la mesure lui-même, c'est-à-dire de faire évacuer les terrasses, par exemple par Fête-Paul ou par des militaires. Alors, à quand l'après-ski en terrasse? Pour l'heure, le bras de fer continue. Sur le front de la pandémie, toujours une manifestation contre les mesures anti-Covid a réuni une centaine de personnes à Sion cet après-midi. Répondant à un appel sur les réseaux sociaux, les manifestants ont notamment dénoncé l'obligation de port du masque pour les enfants. Après 1 heure, la police a dispersé le rassemblement non autorisé et dénoncé plusieurs personnes. Dans l'actualité internationale, près de 3 semaines après le coup d'État en Birmanie, le régime a durci sa répression des partisans d'Aung San Suu Kyi. Au moins 2 manifestants ont été tués par des tirs à balles réelles. À Genève, la diaspora birmane s'est mobilisée en force aujourd'hui pour dénoncer la brutalité militaire et la mise en danger du processus démocratique. Olivier Colère. Le cri d'alarme de la diaspora birmane, venu de toute la Suisse, manifester aujourd'hui à Genève, devant le siège des Nations Unies. Pour exiger la libération immédiate d'Aung San Suu Kyi, leur icône, symbole d'une démocratisation en péril. C'en est trop pour notre peuple qui a souffert depuis plus de 70 ans avec ce régime de dictature. Nous n'en voulons plus et il faut à tout prix soutenir et sauver le processus démocratique en Birmanie. Très très inquiète. Oui. Non, je suis rage, j'ai la rage en plus, je suis très inquiète. À Mandalay, dans le nord du pays, au moins 2 manifestants ont été tués aujourd'hui à balles réelles. Le jour même où le pays tout entier rendait hommage à sa première martyre. Membre de la Commission fédérale des affaires extérieures, Nicolas Valder plaide pour une accentuation des pressions sur la junte militaire. Nous souhaitons bien sûr renforcer les sanctions, le blocage des avoirs financiers de ces personnes, mais aussi toute coopération avec les entreprises que ces militaires détiennent en Birmanie. 3 semaines après le coup d'État de la junte militaire, plusieurs milliers de manifestants se sont à nouveau réunis à Rangoon. Une contestation qui gagne l'ensemble du pays et s'accentue avec des appels à la désobéissance civile et à la grève générale. Elle rêvait de liberté et avait décidé de s'enfuir aux États-Unis pour y demander l'asile politique. Mais elle n'en a pas eu le temps. La princesse Latifa, l'une des 25 enfants de l'émir de Dubaï, serait depuis mai 2018 séquestrée chez son propre père. Les Nations Unies s'inquiètent et demandent des preuves de vie de la princesse. Anne Delette. Dubaï, un îlot de modernité insolente aux mœurs rétrogrades. C'est ici, dans cette ville de tous les possibles, qu'une princesse serait emprisonnée depuis plus de 2 ans. Plus grave, elle ne donne plus de signes de vie, d'où l'inquiétude de ses amis qui viennent de rendre publics ces enregistrements. Je suis en prison depuis 14 mois. En fait, je suis une otage. Chaque jour, j'ai peur pour ma sécurité et ma vie, et je ne sais pas si je vais survivre à cette situation. L'émir de Dubaï, son père, est un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient. Il a 25 enfants, parmi eux la princesse Latifa. Connue depuis très jeune pour son esprit d'indépendance, elle rêve de quitter sa prison dorée et d'être enfin libre. À 35 ans, elle et son ami mettent leur plan à exécution. Non sans mal, elles réussissent à atteindre Oman.
L'échappée devient rocambolesque. En canot pneumatique et en jet ski, elles rejoignent les eaux internationales. De là, un yacht doit les conduire vers la liberté. Alors qu'elles touchent au but, l'aventure tourne court. On a entendu du bruit provenant du pont supérieur, un peu comme des coups de feu. En fait, notre bateau a été saisi par les forces spéciales indiennes. Latifa disait « Oh mon Dieu, ils sont là !» Elle a continué à se débattre et à crier. Et c'est la dernière fois que j'ai vu mon ami. D'après les vidéos diffusées sur BBC et Sky News, elle serait retenue en otage chez son père, dans une villa barricadée sous étroite surveillance et craint pour sa vie. La police m'a dit que si je ne coopérais pas avec eux, ils allaient m'abattre. Ils m'ont aussi menacé de prison à vie et dit que je ne reverrai plus jamais le soleil. Alerté, le chef de la diplomatie britannique et les Nations Unies se mobilisent, d'autant qu'on ne sait pas de quand datent les vidéos. Nous avons demandé une preuve que Latifa était en vie. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Une séquestration comme un symbole du droit bafoué des femmes aux Émirats, comme un symbole d'une culture de l'impunité. On va maintenant s'intéresser à un héritage indirect de la pandémie. La ville de Genève a mis en place en novembre un bureau d'information sociale pour venir en aide aux personnes précarisées. Avec près de 300 consultations, le projet pilote se pérennise. Immersion avec Martial Gérardin et Hélène Joachim. Quelles sont les aides auxquelles je peux avoir droit ? Comment présenter au mieux mon dossier pour trouver un appartement ? Est-ce que le surendettement va poser problème ? Qui pourra m'aider dans ces démarches ? À combien de pièces je pourrais prétendre ? Lisa attend son tour au bureau d'information sociale. L'idée, un guichet unique pour faciliter l'accès aux différents dispositifs d'aide. Bonjour. Ici, Lisa, 29 ans, va pouvoir poser ses questions d'abord à une personne de l'ASLOCA, puis de l'Hospice Général. Pour moi, c'est de pouvoir poser en fait des questions de thématiques différentes au même endroit, avec des gens vraiment qui répondent tout de suite. Aussi un lieu qui est accessible et où tout le monde en fait peut venir. Beaucoup de personnes en difficulté ne savent souvent pas qu'elles ont le droit à des aides. Dans cette structure, elles trouvent écoute et conseils une après-midi par semaine de façon totalement anonyme. Certaines personnes vont être réticentes à l'idée de se rendre dans une administration publique, un service social pour demander une aide. On a voulu aussi proposer à la population un dispositif neutre. C'est ni l'Hospice Général, c'est pas la commune X ou Y, c'est pas non plus Caritas ou le CSP. Tous les professionnels sont là. Mis en place en novembre dernier, ce projet pilote apporte un soutien en matière d'endettement, d'aide financière, de logement, mais pas seulement. À cause du Covid, quand il y avait des annulations, j'étais pas indemnisée. Pas de travail, pas de salaire. Pour le logement, c'est très difficile. Et quand je commence à parler de la situation, ça m'attriste. Venue discuter d'un problème de logement, cette aide-soignante à domicile a été redirigée vers la psychologue. La crise l'a précarisée et isolée. J'ai discuté avec la dame là-bas et puis je commence à pleurer. Et puis c'est vrai que ça m'a fait du bien de parler avec la psychologue. Une personne qui peut me comprendre et qui surtout est à mon écoute. Comme moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec personne. Et merci, madame. Je vous remercie d'être à mon écoute. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de détresse, de désarroi. Aussi, il y a beaucoup de gens qui ils ont honte à demander d'aide et qui font beaucoup d'efforts pour venir ici et faire les pas. Une structure qui devait être éphémère, en 3 mois, près de 300 consultations, elle sera prolongée. Nous sommes le 20 février, c'est une date symbolique en matière d'inégalité salariale entre hommes et femmes. Jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont travaillé gratuitement. C'est ce qu'a calculé l'organisation Business and Professional Women Suisse. En d'autres termes, la part de discrimination salariale pour des raisons inexpliquées s'élève en Suisse à 14,4% dans le secteur privé. Mais le vent tourne, MeToo, les mouvements féministes et les récents cas de harcèlement ont mis en lumière l'importance de l'éducation pour changer la société. Un mouvement s'amorce pour déconstruire les stéréotypes de genre. Marie-Émilie Cattier et Lisa Rerich. À 3 ans, Roulian est un petit garçon plein de vie. Heureux de faire du vélo, de bricoler ou de pouponner comme maman, mais surtout comme son papa, père au foyer. Merci. Que ce soit dans les jeux, les lectures ou leurs paroles, ses parents essaient au maximum de ne pas inclure les stéréotypes masculins ou féminins. En étant un petit garçon, il peut être ce qu'il veut en fait. Et c'est pas parce qu'il est un petit garçon qu'il
qu'il n'a pas le droit de pleurer ou qu'il n'a pas le droit d'être sensible ou qu'il ne peut pas avoir peur parce qu'il doit être fort ou bien qu'il ne peut pas jouer avec des poupées. En devenant parents, Pedro et Paola se sont rendus compte des préjugés de genre encore ancrés dans leurs habitudes et surtout dans la société. Ça nous arrive assez souvent, c'est vrai, qu'ils nous disent que c'est une petite fille. Pas parce qu'il a peut-être un visage d'une petite fille ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils voient les cheveux et directement ils disent que c'est une petite fille. Ça m'a beaucoup aidé que ma femme ait une plus grosse ouverture d'esprit sur ce sujet. Et moi, je pense que ça n'a pas été facile en fait pour moi du tout d'avoir cette méthode d'accompagnement pour mon fils. Mais j'ai eu la disposition d'apprendre et d'écouter. Les parents, mais aussi la société et les médias ont leur rôle à jouer dans la construction identitaire et genrée de chacun. C'est le constat du journaliste Paul Sanfourche qui l'illustre au travers de l'histoire d'une icône des années 2000, Loana Petrucciani, star de télé-réalité. Je me suis rendu compte qu'elle était au carrefour de toutes les thématiques dont on parle aujourd'hui sur la condition des femmes. Que ce soit les thématiques de harcèlement, d'inceste, de violence conjugale, elle coche toutes les cases malheureusement. Des violences, paroxysme du sexisme ambiant. Pour le journaliste, celui-ci se nourrit notamment des stéréotypes intégrés durant l'enfance. On se raconte une histoire sur son genre, sur soi-même. Moi, par exemple, dans le livre, je parle à quel point j'ai été conditionné par Dragon Ball Z et le Club Dorothée, parce que voilà, j'étais absolument fan. Voilà, et c'est des représentations comme ça, c'est un bain culturel qui infuse doucement et qui font les hommes d'aujourd'hui. Et si on veut justement réfléchir sur sa masculinité, il faut revenir en arrière, relire ces clés de compréhension pour se comprendre un peu mieux et peut-être pour changer aussi. Déconstruire les clichés, un défi individuel et sociétal, une éducation que les hommes et les femmes peuvent faire main dans la main. Gilles Gretnan, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes un représentant roman de la fêtière des hommes et des pères suisses. On vient de voir l'exemple du petit Julian. Qu'est-ce que les parents doivent comprendre? Est-ce que si on offre une perceuse, une grue, un camion, un pistolet à un petit garçon, on risque de le faire reproduire des schémas toxiques? Alors, en tant que parent, c'est vrai que c'est important de penser à la liberté en fait, de choix de l'enfant dans ses jeux, dans ses activités. Ça va permettre à cet enfant de se développer là où il a envie, où il le sent. Donc c'est clair que d'imposer des stéréotypes, je dirais des rôles genrés, ça peut simplement le limiter. Ça va aussi avoir comme conséquence peut-être de lui faire subir des injonctions qui sont liées à ce rôle genré, par exemple masculin. Je prends pour exemple ces jeunes garçons qui n'ont pas le droit de montrer qu'ils ont mal, qui souffrent à la récréation s'ils ont pris un coup, ou bien une étude que j'avais lue aux États-Unis qui montrait que les adolescents de 15 ans, garçons, devaient renoncer à leurs amitiés masculines, sinon ils pouvaient se faire traiter d'homosexuels. Donc des injonctions qui sont très violentes, inutiles. Et donc du moment qu'on peut dépasser ces injonctions, ne pas être limité à ça, adulte, on va pouvoir, d'une part, ne pas répéter ces injonctions qu'on a proprement reçues et on n'aura pas tout ce travail à déconstruire ces injonctions qu'on a reçues pour être bien avec soi-même. Vous animez aussi des cercles de parole de jeunes pères. Déconstruire les clichés dans le domaine de la paternité, c'est aussi important? Ils sont présents. J'entends, moi, ces papas que je rencontre, ces futurs pères, certains disent quand même ils doivent amener l'argent à la maison, c'est clair, ils sont breadwinners, mais ils ont aussi tous un travail autour de leur aptitude à pouvoir s'occuper de leur enfant. Est-ce qu'ils sont vraiment capables de le faire? Ça, c'est des injonctions assez difficiles à gérer. Et il y en a une autre aussi qui est très très importante que je vois, c'est celle de réussir à dépasser cette injonction de contrôler tout, cette masculinité dominante qui veut dominer tout. Tout, ça veut dire la nature, les femmes, les hommes, les enfants. Eh bien, cette masculinité-là, elle fond avec l'arrivée d'une grossesse, avec le lâcher-prise nécessaire à quelque chose de plus fort que ces hommes qui voient cette merveille de la nature se développer devant leurs yeux. Et donc, ils restent là dans une démarche de lâcher-prise qui est très, très forte pour eux et au niveau du ressenti qui est assez nouvelle et qui fait la force de leur parentalité et de leur paternité. Gilles Gretnan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie.
La police cantonale valaisanne débarque sur TikTok, déjà présente sur les autres réseaux sociaux. Son service de prévention a jugé bon de cibler les plus jeunes, potentiellement exposés à la cybercriminalité. Une première vidéo est déjà à 3700 abonnés en moins de 24 heures. Fleur Ducet et Erwan Jagu. La police allemande s'est lancée en premier, suivie en Suisse par celle de Zug. Et voici le premier post publié par une police romande. Montrer quelque chose, tu me dis ce que t'en penses. Dynamique, déjà pas mal de vues, hein. Vous savez, les jeunes, c'est exactement ça, c'est les toucher, leur donner des messages de prévention sympas, attirer leur attention sur certains dangers dans le domaine de la criminalité, en particulier sur le net. Si Léa, 8 ans, est tenue éloignée des réseaux sociaux par ses parents, ce n'est pas le cas de certaines de ses copines qui sont déjà accros à TikTok, pourtant conçues pour les plus de 13 ans. Il y en a de ceux de mon école qui connaissent, j'en ai vu à l'arrêt de bus parce qu'il y a des grandes qui ont un téléphone et puis qui font elles-mêmes des TikTok. Il y en a une qui est en 5H, elle fait des TikTok. Ça nous fait peur, surtout quand on explique aux enfants qu'il y a un danger et que pour l'instant, ils le minimisent. Cynthia Zermatten pilote ce lancement sur TikTok. Elle fait de la prévention dans les classes et réalise que les moins de 13 ans sont nombreux à posséder un compte. Toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire dans la vraie vie, on n'a pas le droit de faire non plus sur un réseau social. La majorité pénale, elle a 10 ans. Il y a très peu de jeunes qui le savent et c'est super important. À 10 ans, on peut se retrouver devant un tribunal des mineurs, devant un juge des mineurs. Donc c'est tous des messages que TikTok va nous permettre de faire passer. Il y a des personnes plus âgées qui se cachent derrière des comptes de plus jeunes, on en a beaucoup. Et TikTok en fait partie effectivement parce que c'est sur ce réseau-là qu'on va trouver les plus jeunes. À peine présente sur TikTok, la police valaisanne cartonne, 3700 abonnés en 24 heures. Vous l'aurez tous remarqué, les températures ont pris l'ascenseur en une seule semaine avec un gain de presque 30 degrés dans certaines régions. Alors bien sûr, ces rayons de soleil sont les bienvenus dans la grisaille pandémique, mais ils ne font pas forcément du bien à la nature. Les arboriculteurs sont inquiets. C'est le reportage d'Anouk Pernet et Daniel Bachmann. De moins 10 il y a une semaine à plus de 18 degrés cet après-midi, le thermomètre s'affole. Pour cet arboriculteur de Porrentruy, le phénomène n'est pas nouveau. On voit des températures qui changent, qui se modifient. On est toujours plus précoce dans le démarrage de la végétation, comme on est toujours plus précoce dans les dates de récolte aussi. Mais à ce stade-là, je crois qu'il y a toujours eu des différences de température en hiver, des températures de radou comme des températures de très froid. Le problème pourrait survenir en cas de nouvelles gelées printanières, lorsque tout sera en fleurs. Et là, c'est toute la saison fruitière qui pourrait être compromise. On vient de sortir d'une période de très grand froid, puisqu'il a fait moins 14, moins 15 la semaine dernière. Et il faut quand même 1 à 2 semaines de chaleur, de radoucissement pour que la végétation commence à démarrer. Donc la dangerosité va vraiment arriver peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, si ces températures douces devaient perdurer. Direction Lovresse, c'est l'effervescence dans ce rucher. On se croirait au mois de mai, là. Les abeilles profitent du moindre rayon de soleil pour travailler et là aussi quelques inquiétudes. Ces 2 dernières années, il y a eu des gelées tardives. Alors là, ça fait des dégâts parce que la végétation qui a démarré, elle n'est plus prévue pour supporter du gel à ce moment-là. Et là, ça fait de la casse. Puis les abeilles aussi, si elles n'arrivent pas à chauffer leur ruche, elles vont abandonner à la limite le couvain qu'elles ont déjà pondu. Pour cette climatologue fribourgeoise, ces forts contrastes de température sont en fait typiques de notre pays. Ce qui se passe, c'est que vous avez tantôt de l'air qui vient du sud, sud-ouest, ou nord, nord-est, nord-ouest, et qui nous apporte des masses d'air qui peuvent venir vraiment de régions polaires très froides, ou alors de l'Atlantique, de la Méditerranée ou du Sahara, comme on l'a vu récemment. Une température qui joue au yo-yo, et c'est toute la nature qui retient son souffle. En sport, pas de médaille suisse aujourd'hui au championnat du monde de Cortina. Wendy Holdener, 3e après la première manche, termine finalement 4e à 36 centièmes du podium. La surprise est venue de l'Autrichienne Katharina Linsberger, meilleur temps des 2 manches. Elle s'impose devant la Slovaque Petra Vlhova et l'Américaine Mikaela Shiffrin.
Le clan suisse hésite entre la déception pour Michel Guizine, qui n'a pas passé la première manche, et l'espoir pour Camille Rast, qui a pris une prometteuse 8e place. Et on va justement se rendre à Cortina d'Ampezzo, où vous vous trouvez, Julien Torrance. Les championnats du monde touchent à leur fin et la Suisse était très attendue. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, des championnats du monde particuliers cette année, puisqu'ils se sont déroulés sans spectateurs à cause du Covid, mais des championnats du monde qui ont souri à l'équipe de Suisse. Je vous propose d'ailleurs de tirer un premier bilan avant la dernière course de demain, un sujet signé Mathieu Germanier. Lara Gut-Berami, la grande dame de ces championnats du monde. La Tessinoise n'avait jamais décroché l'or dans des mondiaux. Dès sa première course, elle est championne du monde de Super G, puis 3e en descente. Avant un nouveau titre en géant quelques jours plus tard, un succès qui la comble enfin. J'aurais toujours aimé gagner une médaille en géant parce que c'est un challenge, c'est la discipline pour moi la plus importante pour réussir à être rapide dans toutes les disciplines. Simplement, j'étais hyper heureuse de ça. L'autre Suissesse qui a fait vibrer tout un pays, c'est Corinne Sutter. À 26 ans, elle décroche son premier titre de championne du monde en descente, 32 ans après Maria Valizer. C'est un rêve pour moi et je crois que je ne vais jamais oublier cette journée. En plus de l'or en descente, elle remporte l'argent en Super G. Corinne Sutter s'impose comme la meilleure spécialiste de vitesse au monde. Michel Guizine. L'excellent bilan de l'équipe féminine est complété par le bronze de Michel Guizine en combiné. Avec 6 médailles, ces mondiaux sont une réussite pour les femmes. Le bilan est en revanche plus mitigé chez les messieurs, mais les attentes étaient grandes. Allez, c'est maintenant, le grand moment. Beat Feuz dans le portillon de départ. On attendait Beat Feuz champion du monde de descente. Il doit se contenter de la médaille de bronze. L'autre seul médaillé chez les hommes, c'est Loïc Meillard, double médaillé même, de bronze en combiné et en parallèle. Déception en revanche pour Marco Odermatt. À 23 ans, il est considéré comme l'une des futures stars du ski mondial. Mais malgré une 4e place en descente, il repart bredouille de Cortina. Les hommes n'ont pas été aussi performants que les femmes, mais le bilan global de l'équipe de Suisse reste extrêmement positif. C'est des mondiaux exceptionnels pour nous, pour la Suisse. On a fait autant de médailles comme on n'a plus fait depuis 30 ans. Moi, je suis très fier d'être partie de cette équipe. Un bilan général qui peut encore évoluer demain avec la dernière course de ces mondiaux, le slalom messieurs. Julien Torrance, les attentes, elles étaient grandes cette année. On espérait même battre le record des 14 médailles de Crans-Montana en 87. C'est raté ? Oui, bien sûr, on aurait tous voulu que l'équipe de Suisse batte ce record de Crans-Montana. Mais vous savez, 14 médailles au championnat du monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Un exploit qu'on ne reverra peut-être jamais. Imaginez que depuis cette édition mythique, il y a eu 17 championnats du monde. Mais mis à part à Weil, en 1989, jamais l'équipe de Suisse n'avait remporté 9 médailles ou plus. Donc ces mondiaux de Cortina sont une réussite. Et puis, il faut se rappeler que l'équipe de Suisse revient de très loin. Il y a 10 ans seulement à Garmisch, lors des mondiaux en Allemagne. L'équipe de Suisse avait dû se contenter d'une seule petite médaille. Et puis plus récemment, il y a 2 ans à Auray, lors des derniers championnats du monde, la Suisse n'avait fêté que 4 podiums. Donc 9 médailles cette année au championnat du monde, c'est un très bon résultat. D'ailleurs, aucune autre nation n'a remporté autant de médailles que l'équipe de Suisse. Merci beaucoup, Julien. Et on va clore cette page sport avec un mot de tennis. Naomi Osaka a remporté la finale de l'Open d'Australie ce matin. La japonaise de 23 ans s'est facilement imposée face à l'américaine Jennifer Brady en 2-7, 6-4, 6-3. Naomi Osaka, qui n'a perdu qu'un seul set durant tout le tournoi, s'impose à Melbourne pour la 2e fois. C'est sa 4e victoire en 4 finales de Grand Chelem. C'est une série qui vous tient peut-être déjà captif. En thérapie, diffusée depuis 3 semaines sur Arte, cartonne. Elle raconte le tête-à-tête entre un psy et ses patients. La trame est universelle et elle est directement inspirée d'une production israélienne. Pour comprendre le secret de cette réussite, nous vous emmenons dans la fabrique des séries israéliennes avec Stéphane Amar. Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Rendu compte de quoi, là? Je crains de... Des personnages torturés et un psychanalyste compatissant, lui-même en analyse. La nouvelle série française en thérapie et l'adaptation de Betty Pool, la pionnière des séries israéliennes créée en 2005 et adaptée depuis dans une vingtaine de pays, dont le Japon, le Canada ou encore la Croatie.
Betty Pool est un bon exemple de la recette israélienne. Tout se passe sur le divan d'un psy. L'histoire se déroule en Israël, bien sûr, mais le concept d'un thérapeute avec son patient, c'est quelque chose de complètement universel. Ça touche toute la planète. Dans un quartier d'affaires de Tel Aviv, Keshet, un des géants des séries en Israël. La société a produit notamment Khatoufim, adapté aux États-Unis sous le titre de Homeland, et aussi Pour elle volent les héros, un succès mondial. Rotem Shamir réalise une série qui fait fureur en ce moment en Israël, Les Policiers, l'histoire d'un commissariat d'une petite ville du nord du pays. On produit avec de petits budgets et ça nous oblige à compenser avec beaucoup de créativité. Chacun à son niveau, depuis le scénariste jusqu'à l'accessoiriste, on réinvente la roue sans arrêt. On réfléchit sans cesse à ce qui est possible de faire quand on n'a pas d'argent. Je pense que cela explique cette explosion de créativité et à mon avis, ça fait partie du secret de la réussite des séries israéliennes dans le monde. Kelly Wright dirige les ventes à l'international. Selon elle, Israël est le laboratoire idéal pour tester une série. Ici, vous avez des gens qui viennent d'Argentine, de France, du Japon, des gens qui ont immigré de tous les pays du monde. Israël est un vrai melting pot. Alors un programme qui marche en Israël avec un public aussi varié fonctionne généralement dans le reste du monde. Quant à la célèbre série Fauda sur les services spéciaux israéliens, le tournage de la 4e saison vient de débuter, mais désormais avec un budget hollywoodien. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Nathalie Sbaille. Et puis pour les amateurs de ski alpin, rendez-vous à 20h10 sur RTS2 pour la mission spéciale Cortina l'essentiel. Très belle soirée à vous. On se retrouve demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.